Les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale sont tenus de convoquer leurs membres à une assemblée générale tous les ans. L'Assemblée générale annuelle est un lieu d'information et de délibération qui permet aux membres de prendre part aux décisions qui concernent les activités et les façons de faire de l'organisation. Techniquement, l'Assemblée générale a le pouvoir de discuter de tous les sujets qui sont d'intérêt pour l'organisation. Cela dit, il y a un certain nombre de points qui sont abordés de manière récurrente lors des assemblées générales annuelles. La loi exige qu'on y présente les états financiers de l'organisation et, s'il y a lieu, que l'on procède à la nomination d'un vérificateur comptable ainsi qu'à l'élection des membres du conseil d'administration. On doit également soumettre à l'Assemblée générale annuelle les modifications aux règlements généraux qui n'ont pas été ou qui n'ont pas à être ratifiés par une Assemblée générale extraordinaire. Dans les coopératives, l'Assemblée générale doit délibérer sur la répartition des trop-perçus ou des excédents à la réserve, s'il y en a. Plusieurs organismes communautaires et entreprises d'économie sociale vont profiter de l'Assemblée générale annuelle pour y présenter un rapport annuel ou un rapport du président qui rend compte du travail qu'ils ont accompli en cours d'année. Les OBNL ont coutume de soumettre à leurs membres le plan d'action et les prévisions budgétaires de l'organisation pour l'année à venir. Certaines organisations vont également en profiter pour faire ratifier les actes des administrateurs. Afin de favoriser la vie associative et la gestion démocratique des organisations, on va parfois rendre la présentation de ces différents points obligatoires en les inscrivant dans les règlements généraux de l'organisation. Soulignons par ailleurs que les bailleurs de fonds peuvent exiger que ces éléments soient soulevés en assemblée générale. Le rapport annuel ou rapport du président présente les faits saillants de la dernière année et permet d'apprécier le travail réalisé par l'organisation. Sa présentation constitue une belle occasion de saluer le travail effectué par les employés, les administrateurs et les bénévoles qui œuvrent au sein de l'organisation. Voici une liste d'éléments que l'on retrouve souvent dans le rapport annuel des organisations. Une description de l'organisation, un mot de la présidence ou un mot de la direction, des données portant sur les différentes activités de l'organisation, les membres de l'équipe de travail, du conseil d'administration et des comités de travail, etc., une liste des représentations effectuées par l'organisation, une liste des partenaires et ou des collaborateurs-collaboratrices, des photos ou une revue de presse illustrant le travail effectué par l'organisation. Le rapport annuel est généralement adopté par le conseil d'administration avant la tenue de l'Assemblée générale et peut simplement être déposé devant l'Assemblée. Toutefois, plusieurs organisations ont comme coutume de le faire adopter par l'Assemblée générale. Certains bailleurs de fonds exigent d'ailleurs qu'il le soit. La loi exige que les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale présentent leurs états financiers à leurs membres lors de leur Assemblée générale annuelle. Ils peuvent être présentés par le vérificateur des comptes, mais cela n'est pas obligatoire. Dans bien des cas, c'est le trésorier de l'organisation ou la direction générale qui présente les états financiers aux membres. L'important, c'est que la personne comprenne bien les données qu'on y retrouve et qu'elle puisse les rendre intelligibles pour les membres de l'Assemblée. Techniquement, les états financiers peuvent être déposés devant l'Assemblée car ils ont été adoptés en conseil d'administration. Plusieurs organisations procèdent toutefois à leur adoption, soit par coutume ou encore parce que leur bailleur de fonds l'exige. Les lois qui régissent les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale accordent à l'Assemblée générale le droit de nommer le vérificateur comptable de l'organisation. Le vérificateur comptable a comme mandat de passer en revue l'administration financière de l'organisation et de s'assurer qu'on respecte l'intérêt des membres. C'est pourquoi sa nomination relève de l'Assemblée générale et ne saurait techniquement être déléguée aux administrateurs qui risqueraient d'être en conflit d'intérêts. La nomination d'un vérificateur des comptes est souhaitable afin de favoriser la transparence et la saine administration de l'organisation. La nomination d'un vérificateur est obligatoire dans les coopératives québécoises, ce qui n'est techniquement pas le cas dans les coopératives fédérales et les OBNL. Cela dit, plusieurs bailleurs de fonds rendent leur support financier conditionnel à la nomination d'un vérificateur lors de l'Assemblée générale annuelle. Le plan d'action est un document qui présente les objectifs que l'organisation s'est fixés pour l'année à venir et qui explique les moyens qu'elle compte mettre en place pour les atteindre. Le plan d'action est généralement adopté par le conseil d'administration et n'a pas nécessairement à être approuvé par l'Assemblée générale.
Afin de favoriser la participation des membres, plusieurs organisations soumettent toutefois leur plan d'action à l'adoption de l'Assemblée générale. À travers leurs délibérations, les membres peuvent contribuer à la construction du plan d'action en le bonifiant ou en le modifiant pour qu'il réponde adéquatement à leurs préoccupations. Ceci contribue à accroître leur sentiment d'appartenance envers l'organisation car ils se sentent partie prenante des décisions qui y sont prises. Il est à noter que certains bailleurs de fonds demandent à ce que les organisations fassent adopter leur plan d'action en Assemblée générale. Après avoir présenté leur plan d'action, les organisations vont souvent effectuer une présentation des prévisions budgétaires pour l'année à venir. Il s'agit d'expliquer aux membres comment on planifie répartir les ressources financières pour mener à terme le plan d'action de l'organisation. Une bonne pratique est de présenter les prévisions budgétaires de l'année à venir de manière à ce qu'elles soient comparables à celles de l'année précédente. Ceci permet aux membres de prendre connaissance des changements qui ont été apportés par l'organisation. En principe, les prévisions budgétaires sont adoptées par le conseil d'administration et peuvent être déposées devant l'Assemblée, mais plusieurs organisations procèdent à leur adoption par choix ou parce que leur bailleur de fonds l'exige. Si vous permettez aux membres de délibérer sur le plan d'action et de le modifier, faites de même pour les prévisions budgétaires. En effet, des modifications au plan d'action peuvent vous obliger à faire des modifications dans vos prévisions budgétaires avant qu'elles soient adoptées par l'Assemblée. Les lois qui régissent les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale prévoient que toute modification aux règlements généraux doivent être soumises à l'approbation de l'Assemblée des membres. Si la modification soumise à l'Assemblée n'obtient pas l'assentiment des membres, elle cesse immédiatement d'être en effet. Pour plus d'informations sur la modification des règlements généraux et sur les nuances qu'on retrouve pour les différents régimes d'incorporation, on vous invite à consulter la vidéo capsule de formation en bref qui porte spécifiquement sur cette question. Dans certaines organisations, on procède à la ratification des actes des administrateurs. Les administrateurs soumettent une déclaration écrite à l'Assemblée afin d'affirmer qu'ils ont rempli leur rôle au mieux de leur connaissance et qu'ils ont assumé leurs différentes responsabilités légales. En faisant ratifier cette déclaration par l'Assemblée générale, les membres du conseil d'administration souhaitent se protéger légalement contre les irrégularités techniques qu'ils auraient pu commettre tout en agissant de bonne foi. Toutefois, on peut se questionner sur la valeur réelle de cette protection puisque les membres n'ont généralement pas les éléments d'information nécessaires pour attester de la véracité de la déclaration du conseil d'administration. Lorsque l'on arrive au point de l'ordre du jour portant sur l'élection des membres du conseil d'administration, le président ou la présidente d'assemblée demande aux membres de nommer des personnes afin de remplir les fonctions de président et de secrétaire d'élection. Ces derniers ont le mandat d'assurer le bon déroulement des élections et ne peuvent par conséquent être candidats pour siéger au conseil d'administration. Une fois cette nomination faite, on procède à l'ouverture de la période de mise en candidature pour chacun des postes en élection. Les membres peuvent alors nommer, par simple proposition, les candidats qu'ils souhaitent voir siéger au conseil d'administration. C'est-à-dire que les candidatures n'ont pas besoin d'être appuyées et qu'un membre peut proposer sa propre candidature s'il souhaite siéger au conseil d'administration. Une fois la période de mise en candidature terminée, les personnes qui ont été mises en nomination peuvent accepter ou refuser de se présenter au conseil d'administration. Si le nombre de candidatures est égal ou inférieur au nombre de postes à pourvoir, le président ou la présidente d'élection déclare les candidats ou candidates élus par acclamation. Les vacances sont généralement comblées par le conseil d'administration, à moins que les règlements généraux de l'organisation stipulent autrement. S'il y a davantage de candidatures que de postes à pourvoir, alors le président d'élection déclenche des élections selon les procédures prévues dans les règlements généraux de l'organisation. Au terme des élections, le président ou la présidente présente les résultats aux membres de l'Assemblée et déclare la fin des élections. Plusieurs organisations incluent un point « Questions diverses » ou « Varia » dans leur ordre du jour. Ce point vise à permettre aux membres de discuter des questions d'intérêt qui surviennent en cours d'assemblée. Les questions qui nécessitent une prise de décision ne devraient idéalement pas être abordées à ce point de l'ordre du jour. On devrait généralement s'en tenir à des éléments d'ordre informatif. Notons finalement que le point « Questions diverses » ou « Varia » ne devrait pas apparaître à l'ordre du jour d'une assemblée extraordinaire puisque celle-ci est convoquée pour traiter de questions spécifiques.
Une fois les points à l'ordre du jour épuisés, on doit proposer la levée de l'Assemblée. La proposition doit être dûment appuyée et adoptée par la majorité des membres pour que le président puisse officiellement déclarer la levée de l'Assemblée. Voilà qui résume les points que l'on retrouve habituellement à l'ordre du jour des Assemblées générales annuelles. Pour en savoir davantage sur les Assemblées générales et leur fonctionnement, consultez les vidéos-capsules de formation en bref qui portent sur le sujet. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.